Deux signes indiquent l'arrivée d'un tsunami. Un retrait rapide de la mer, mais il est alors déjà très tard, et l'écho d'un tremblement de terre lointain. C'est la possibilité d'utiliser ce second signe que l'on va étudier dans ce problème. Le but de cet exercice va consister à déterminer le temps qui sépare le grondement du tremblement de terre et l'arrivée du tsunami lui-même. La première partie, justement, va étudier le temps que met à arriver le grondement du tremblement de terre. Pour cela, on va vous donner plusieurs documents et on va vous guider à travers une série de questions. Quand on vous fournit, comme ici, des documents assez longs, je vous conseille d'abord de lire les questions pour avoir une lecture active des documents. Première question, rappelez la définition d'une onde progressive, ça c'est du court, donc pas besoin d'aller sur les documents. Question 2, préciser la nature et les caractéristiques des ondes sismiques P. Le document 2, justement, traite des ondes sismiques, donc on se reportera à celui-ci. Et pour la question C, le temps d'arrivée du tremblement de terre, on aura besoin du schéma du document 1, et des différentes informations, ainsi que de la vitesse des ondes sismiques données dans le document 2. Première question, définition d'une onde progressive. Toutes les ondes que vous connaissez de toute façon sont progressives, donc on vous demande en quelque sorte de rappeler la définition d'une onde. C'est un transfert d'énergie, on l'a vu, sans déplacement global de matière. Et vous pouvez préciser en propageant une perturbation pour insister sur l'idée de progressivité. On vous demande ensuite de donner les caractéristiques des ondes sismiques P. Pour ça, il faut se reporter au document 2. On nous parle d'ondes progressives. Ensuite, on nous dit que ce sont des ondes de compression comme les sons. Rappelez-vous, un son est une onde mécanique longitudinale. Et ensuite, on nous précise que les ondes sismiques P se propagent dans toutes les directions. Donc, on pourra rajouter tridimensionnel. On suppose maintenant que le séisme a lieu à 13h pile et on se demande à quelle heure il sera entendu sur la côte. Pour ça, on nous donne deux documents. Le document 1 sur la situation, le document 2 sur les ondes sismiques P. Et on voit que ce sont les ondes sismiques P qui donnent le grondement caractéristique de l'arrivée d'un tremblement de terre. Et on apprend qu'elle se déplace à 6 km par seconde. Sur le document 1, on voit qu'entre le foyer du séisme et la côte, il y a une distance de 300 km. On a la distance et la vitesse. On devrait assez facilement trouver le temps. On adapte V égale D sur T, comme d'habitude pour les ondes. Comme vitesse, on prend la célérité des ondes P, 6 km par seconde. Donc la formule devient C égale D sur T, qu'on retourne en T égale D sur C, qui nous donne 300 divisé par 6, 50 secondes. Donc le séisme est entendu sur la côte à 13h et 50 secondes. On passe à la deuxième partie. Cette fois, l'objectif est de déterminer le temps d'arrivée du tsunami. On nous donne pour ça une nouvelle série de documents. Et vous pouvez remarquer tout de suite, en regardant les questions, qu'à chaque fois, le document avec lequel vous devez travailler est indiqué. On nous demande pour commencer de déterminer les fréquences des deux types de vagues du document 4. Si on regarde ce document, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des vagues d'une longueur d'onde de 30 mètres et ensuite des vagues d'une longueur d'onde de 100 km. On imagine que celui-là, c'est le tsunami. Pour les premiers types de vagues, elles soulèvent les capteurs 18 fois par minute. On devrait facilement trouver la fréquence pour les vagues de type 1, 18 fois par minute. Je vous rappelle, la fréquence c'est par seconde, donc on va diviser par 60, ce qui nous donne 0,3 Hz. Pour le deuxième type de vague, on nous donne la période, et une fois qu'on a la période, c'est très facile d'obtenir la fréquence puisqu'il faut passer à l'inverse. Attention tout de même, puisqu'on nous donne la période en minutes, on va d'abord la convertir en secondes en multipliant par 60. Ensuite, on passe à l'inverse, ce qui nous fait une période de 2,08 fois 10-3 Hz.
On doit en déduire la célérité des deux types de vagues, puisqu'on a des ondes périodiques. Je vous rappelle qu'il faut adapter la formule de la vitesse V égale D sur T en C est égal à lambda sur T, grand T ici la période. Et ça sera très pratique ici de changer le 1 sur T en F puisqu'on a toutes les informations précédentes en fréquence. Pour les applications numériques, pour les vagues de type 1, la longueur d'onde est de 30 mètres et la fréquence de 0,3 Hz. On trouve donc 9 mètres par seconde. On multiplie par 3,6 pour avoir des kilomètres heure. 32 km/h, c'est probablement de la houle. Vague 2, on s'attend à avoir la vitesse du tsunami. La longueur d'onde ici, 100 km. Pensez bien à convertir en mètres, donc la longueur d'onde c'est 100 000. Ensuite, la fréquence, on vient de la calculer. Application numérique, 210 mètres par seconde, 760 km/h. 2 fois voire 3 fois la vitesse d'un TGV. On nous demande ensuite de vérifier ces résultats à partir des formules du document 3. On y découvre qu'il existe deux grands types d'ondes, les courtes et les longues. On nous donne des célérités associées. Je vous rappelle qu'on avait des vagues d'une longueur d'onde de 30 mètres et d'autres d'une longueur d'onde de 100 km. On se doute que les courtes ont une longueur d'onde de 30 mètres. Mais on a un critère pour le vérifier ici. Ce critère nous dit qu'une onde est courte si sa longueur d'onde est au moins 2 fois inférieure à la profondeur. Autrement dit, si la longueur d'onde est inférieure à la moitié de la profondeur. La profondeur est donnée dans le document 1, c'est 4000 mètres. On va comparer la longueur d'onde à la profondeur en faisant le rapport lambda sur h pour les vagues de type 1. 30 sur 4000, c'est très nettement inférieur à 1,5, donc on a bien affaire à une onde courte. Si on applique la formule de la célérité des ondes courtes, avec G égale 10 mètres par seconde moins 2, on va obtenir 8,9 mètres par seconde, soit à peu de choses près le résultat trouvé précédemment. Même chose pour le tsunami. On fait le rapport entre la longueur d'onde et la profondeur. 100 000 sur 4000, on trouve un rapport très nettement supérieur à 1,5. Donc on a une onde longue. Et si on applique la formule racine de GH, donc racine de 10 fois 4000, on va trouver une célérité de 200 mètres par seconde, soit à peu près ce qu'on avait calculé précédemment. Pour finir, on nous demande de calculer le temps que met le tsunami à atteindre les terres, en nous précisant qu'il faut choisir la pire des situations pour sa vitesse d'approche en bord de mer. Ce qui nous renvoie au document 5 où on apprend que le tsunami, lorsqu'il s'approche des côtes, ralentit en s'élevant pour atteindre une vitesse qui varie entre 20 et 50 km/h. Donc la pire situation dont on nous parle, c'est de supposer qu'il va à 50 km/h. L'approche du tsunami se fait donc en deux temps. D'abord sur la zone où le fond marin est considéré plat. C'est une zone qui fait 290 km et sur laquelle le tsunami se déplace à 210 mètres par seconde. Et ensuite, la deuxième zone, c'est la zone d'approche qui fait 10 km et la vitesse du tsunami est alors de 50 km/h, soit 13,8 mètres par seconde. Pour calculer chacun de ces temps, on adapte la formule V égale D sur T qui donne T égale D sur V. Donc pour T1, on va faire 290 km sur 210 mètres par seconde. On fait bien attention de mettre toutes les valeurs en mètres. Même chose pour T2. C'est intéressant de séparer les deux temps. 1380 secondes pour rapprocher jusqu'aux 10 derniers kilomètres, puis 725 secondes juste pour les 10 derniers kilomètres, soit au total 2105 secondes. Ultime question. De combien de temps dispose pour s'enfuir une personne qui aurait entendu le grondement du tremblement de terre? On l'a vu, la personne entend le grondement 50 secondes après le séisme. Il faut donc déduire ces 50 secondes des 2105 secondes d'approche du tsunami. On trouve donc un temps de 2055 secondes, soit environ
35 minutes.